Notre invité ce soir, c'est Jordan Bardella. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Ferrari. Président du Rassemblement national, merci d'être là. On va évoquer l'actualité internationale très dense cette semaine avec ce qui s'est passé au Forum économique de Davos, mais aussi ce qui se passe chez nous et qui peut-être n'est pas à la hauteur des événements. Incident cet après-midi à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, au milieu d'un débat extrêmement important qui portait sur l'inscription des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Eh bien, le ton est monté entre un député de votre camp, Laurent Jacobelli, et la France insoumise. Il y a même eu des scènes de menaces, quasiment d'empoignades dans l'hémicycle. Est-ce que, selon vous, c'est à la hauteur du débat ? Non, ça n'est pas à la hauteur du débat. Et moi, je me mets souvent à la place des Français qui voient les agitations d'un certain nombre de partis politiques et notamment d'élus de la France insoumise, dont l'une des figures a été rappelée à l'ordre par le président de séance, c'était Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée nationale et du Rassemblement national, pour des agissements qui sont inacceptables. Et on a le sentiment que LFI ne respecte rien ni personne et que l'extrême gauche prend un plaisir assez malsain à bordéliser l'intégralité des débats, à menacer physiquement des institutionnels comme un président ou en tout cas vice-président de l'Assemblée nationale et à entretenir des ambiguïtés extrêmement dangereuses à l'égard du fondamentalisme islamiste. Et je crois que cet après-midi, les masques sont tombés. Vous mentionnez un texte qui permettait d'inscrire les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Il y a beaucoup de pays, notamment des pays du Moyen-Orient. Je pense par exemple aux Émirats arabes unis qui mènent une lutte déterminée contre le fondamentalisme islamiste, qui considèrent que les frères musulmans sont une organisation islamiste, une organisation terroriste qui alimente la violence dans les différents pays de la région. La France insoumise, parce qu'elle épouse systématiquement toutes les revendications politico-religieuses des islamistes en France, n'a pas seulement refusé de voter ce texte, elle a voté contre ce texte. Donc on voit bien que ce mouvement politique, que je considère un mouvement dangereux, anti-républicain, anti-français, menace aujourd'hui gravement l'unité du pays en faisant progresser sur la voie institutionnelle toutes les revendications des islamistes qui ne veulent pas se séparer de la société française, mais qui veulent nous imposer tous leurs interdits. J'entends Jordan Bardella, si vous estimez que c'est un mouvement dangereux, pourquoi ne pas demander l'interdiction de la France insoumise ? La France insoumise présente des candidats aux élections. Ils ont des parlementaires et M. Mélenchon fait partie aujourd'hui des personnalités politiques qui ont une chance peut-être de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Donc on ne combat pas la France insoumise en interdisant la France insoumise. On combat la France insoumise en combattant politiquement ses idées, en menant le débat sur le terrain parlementaire à l'Assemblée nationale et en alertant le pays sur les dérives toujours plus graves de ce mouvement politique qui a quelques mois, vous vous en souvenez, lors des attaques barbares du Hamas et des terroristes islamistes en Israël, le 7 octobre 2023, avait refusé de condamner ces attaques en allant jusqu'à qualifier le Hamas de mouvement de résistance. Donc on voit bien toutes ces ambiguïtés. Les masques sont tombés cet après-midi à l'Assemblée nationale et moi j'attire l'attention de tous les Français, y compris des gens de gauche modérés qui ne veulent pas ces dérives dans lesquelles sont en train aujourd'hui de tomber la France insoumise et ses élus, eh bien, à condamner les agissements de ce mouvement qui est aujourd'hui sorti totalement de l'arc républicain. Le Parti socialiste a voté contre également cette résolution. Ça en fait l'équivalent de la France insoumise pour vous ? La France, je veux dire, le Parti socialiste est sous la domination idéologique de la France insoumise. Il y a quelques mois, il y a eu des élections législatives anticipées qui ont été provoquées par notre victoire aux élections européennes. Et le Parti socialiste s'est allié, à commencer par M. Hollande, avec les incendiaires de la France insoumise. Donc on voit bien que le Parti socialiste est aujourd'hui sous emprise de la France insoumise. Et c'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup d'électeurs de gauche républicains qui se sentent aujourd'hui orphelins d'un porte-voix et d'un parti politique. Malgré ces scènes déplorables, l'Assemblée nationale a quand même voté cette résolution. Marion Maréchal veut la porter au niveau du Parlement européen. J'imagine que vous approuvez ? Oui, bien sûr. Nous avons à plusieurs reprises demandé à ce que, avec mon groupe, à ce que les frères musulmans soient reconnus comme une organisation terroriste. Et vous savez, il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas que la France, un grand pays de droit comme la France, soit beaucoup plus faible avec l'idéologie islamiste qui a tué des dizaines de nos compatriotes depuis 2012 sur le sol français dans des conditions toujours plus barbares, soit beaucoup plus faible à l'égard de cette idéologie que certains pays musulmans eux-mêmes qui combattent le fondamentalisme islamiste. Et c'est vrai que ces pays-là, et je pense par exemple aux Émirats arabes unis, où j'ai eu l'honneur d'être reçu par le gouvernement en juin dernier, ne comprennent pas la faiblesse de l'Occident, la faiblesse de l'Europe et la faiblesse d'un grand pays comme la France à l'égard de cette idéologie qui nous a déclaré la guerre.
Et si demain je suis à la tête du gouvernement, eh bien je mènerai une guerre résolue contre le fondamentalisme islamiste pour protéger nos valeurs, pour protéger la laïcité, pour protéger notre identité et aussi pour protéger nos compatriotes de confession musulmane qui respectent nos lois et qui respectent les valeurs de la République. Jordan Bardella, vous avez vivement réagi aux menaces de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe à la tribune du Parlement européen. Vous avez demandé une réaction ferme, dénoncé la soumission face à la volonté américaine d'annexer le Groenland. Ce serait une faute historique, dites-vous, alors que vous étiez un fervent supporter du président américain. J'ai loué le patriotisme de Donald Trump dans une époque où le président Trump défendait, il défend encore d'ailleurs, l'intérêt américain. Mais si vous me le permettez, mon propos était beaucoup plus large que cela. Parce que j'avais dit à l'époque, et nous avions été les seuls à le dire, que en défendant les intérêts américains, Donald Trump ne défendait pas ni les intérêts français, ni les intérêts européens. Et on voit d'ailleurs la façon dont les temps sont de plus en plus incertains et dont les nations deviennent de plus en plus et sont tentées de plus en plus par une vision impériale. Les grandes puissances dont font partie les États-Unis d'Amérique ne se comportent plus comme une nation, ils se comportent comme un empire avec la volonté de constituer autour d'eux un nouvel hémisphère. On a beaucoup parlé de cette fameuse doctrine Monroe lorsque le président américain a lancé une opération au Venezuela. Et moi, je suis extrêmement inquiet des menaces du président américain sur la souveraineté d'États qui sont sous le contrôle de pays européens. On a beaucoup parlé du Groenland. Et on voit la façon dont l'Europe est aujourd'hui totalement encerclée, vassalisée à l'ouest sur le plan numérique, technologique et sur le plan de la défense par les États-Unis d'Amérique, vassalisée à l'est par la Chine sur le plan industriel et soumise au sud à des pressions migratoires de plus en plus fortes. Et je pense que face à cela, nous devons renouer avec la puissance, nous devons renouer avec les concepts d'indépendance et d'autonomie stratégique pour faire en sorte que notre avenir et que le destin de nos enfants et de nos petits-enfants ne se trouve ni dans la soumission à de grandes puissances, ni dans la servitude et encore moins, évidemment, dans le déclin. À l'instant, Emmanuel Macron dit ce que vous dites. En fait, il dit qu'il faut que la France et l'Europe soient respectées dans ce dossier. Vous tenez le même discours que le président de la République. Le président Macron a éteint la voix de la France sur la scène internationale. Il l'a éteint sur la scène européenne. Il l'a encore éteint il y a quelques jours, en abandonnant notre souveraineté alimentaire, en accompagnant des années durant la négociation de cet accord avec le Mercosur, qui va entraîner une concurrence déloyale terrible pour les éleveurs français. Il l'a fait en vendant le patrimoine français. On pense par exemple à la branche énergie d'Alstom, qui était le cœur nucléaire de la stratégie industrielle française au profit des Américains de General Electric. Il l'a fait en se soumettant aux éléments de langage américain lorsqu'il y a eu cette opération militaire déclenchée par le président Trump au Venezuela. Il le dit lui-même, à des fins de maîtrise des infrastructures de pétrole au Venezuela. Donc je pense que le président Macron a littéralement échoué à défendre les intérêts de la France et qu'aujourd'hui, notre pays doit se donner deux ambitions. La première, se faire respecter. C'est la raison pour laquelle, moi j'ai dit de manière très claire, même face à un patriote comme Donald Trump, qu'à partir du moment où Donald Trump menaçait de 200% de droits de douane des entreprises françaises et notamment des viticulteurs français, eh bien qu'il me semblait naturel que la France et l'Europe répondent et réagissent par des menaces ciblées. Et puis la deuxième ambition qu'on doit se donner, c'est évidemment celle de se rendre indépendant, de retrouver les moyens de la souveraineté, de retrouver les moyens de la puissance. Et moi, je souhaite que la France prenne l'initiative d'une nouvelle architecture européenne autour des nations. À combien de pays ? Des nations qui veulent renouer avec la puissance. C'est ça le vrai clivage de fond au XXIe siècle. C'est la puissance ou le déclin et la disparition. Et l'Union européenne aujourd'hui, on le voit d'ailleurs sur cette crise, comme on l'a vu. Jordan Bardella, 70% des armements militaires en Europe viennent des États-Unis. Oui, vous avez raison. Avec quel pays on fait ça ? Vous avez raison. Et je ne me satisfais pas de cette situation. Et précisément parce que la France est la France, parce que nous avons l'arme nucléaire, parce que nous avons un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, madame, parce que nous avons une base industrielle de défense d'exception. Et moi, je veux rendre hommage à nos grands industriels parce qu'ils nous permettent précisément d'espérer demain aux moyens de la puissance et aux moyens de la défense nationale. Je pense que la France a un rôle. Et d'ailleurs, le général de Gaulle confiait lui-même à Perfit en 1963, c'est cette fameuse phrase qui a beaucoup circulé dans les débats depuis plusieurs jours, que le sentiment national européen, c'est-à-dire en fait l'Europe des nations, des coopérations entre États, s'affirmerait face à l'Amérique et face à la Russie. Et on voit qu'autour de l'Europe, autour des nations européennes sont en train de s'affirmer ces grands empires avec une vision impériale qui mène au conflit,
qui mène au bras de fer, et parce que nous sommes souverainistes, et parce que je suis à la tête d'un parti souverainiste, eh bien nous sommes les meilleurs interlocuteurs pour discuter, pour dialoguer et pour défendre nos intérêts face à ces grands dirigeants politiques. Je le dis grand par la taille, évidemment, du pays et de l'économie. Jordan Bardella, il y a l'Allemagne aussi qui a décidé de se réarmer en mettant 500 milliards d'euros sur la table. Est-ce que l'effort sur la défense qui a été consenti par Emmanuel Macron, qui nous emmène jusqu'à 2030, est suffisant? Ou est-ce que vous, si vous accédez au pouvoir, vous voulez le pousser et nous mettre donc en économique guerre en France? D'abord, on paye là le en même temps le plus violent, le plus terrible. Je vous rappelle que lorsque le président Macron est élu en 2017, il engage dès le premier budget, enfin en tout cas il poursuit l'affaiblissement du matériel de défense de la France, des capacités de défense de la France, qui amène d'ailleurs à la démission du général Pierre de Villiers, qui a été courageux et qui dénonce précisément la manière dont la défense française a été affaiblie depuis des années. Il y a, c'est vrai, et il faut le dire de manière honnête et objective, un effort de réarmement qui a été fait depuis 2017. Après la démission du général de Villiers, nous l'avons systématiquement soutenu et je pense qu'on doit aller jusqu'à l'objectif, autant à l'horizon 2035, de 3% du PIB, parce que, évidemment, qu'avoir une défense, c'est être un pays libre. Et donc, si demain nous sommes à la tête du pays, nous engagerons un effort de réarmement important. Et j'aimerais dire à nos compatriotes qui sont inquiets de cette période budgétaire où on dit à longueur de temps que l'argent public manque, qu'il n'y a pas plus rentable qu'un euro investi dans la défense, parce qu'encore une fois, on a des entreprises d'exception, encore faut-il les accompagner. Et si demain nous sommes à la tête du pays, moi je crois que la puissance, elle passe aussi par le réarmement de notre économie, par la croissance et par le fait de produire et de lever les entraves, notamment cet excès de normes et de taxes qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises françaises. Mais 3%, encore une fois, de notre PIB, ce n'est pas l'effort que consent l'Allemagne aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'il y a encore un tandem franco-allemand et est-ce que nous ne sommes pas en concurrence avec l'Allemagne qui veut devenir la première armée d'Europe, Jordan Bardella? Deux choses, madame. Ils sont toujours des partenaires ou pas? D'abord, l'Allemagne sera toujours un partenaire parce que l'Allemagne est notre voisine, mais il faut que le couple franco-allemand soit un couple un peu plus équilibré, si vous me le permettez. D'abord, on ne part pas du même point de départ. Pendant très longtemps, l'Allemagne engage cet effort de réarmement, mais l'Allemagne a une défense. La France a une armée de métier, nous avons une armée de capacité, et moi je suis extrêmement attaché à cette armée de métier, et nous souhaitons que la France puisse demain et après-demain retrouver les moyens de sa défense. Je vous donne un exemple, c'est un rapport parlementaire du Sénat qui l'attestait. En cas de conflit de haute intensité, la France ne tiendrait pas 3 semaines. Donc on envoie nos soldats faire la guerre, bien souvent dans des théâtres d'opération extérieurs dangereux, sans munitions. C'est inacceptable. Donc il faut effectivement retrouver cette ambition, cette grande ambition pour la défense nationale. S'agissant de l'Allemagne, encore faut-il que l'Allemagne achète du matériel européen. Parce que, vous voyez, la puissance, c'est pas seulement un slogan. La puissance, c'est une ambition et c'est aussi des précautions. Et moi, je défends avec mon groupe au Parlement européen la préférence européenne, notamment dans les achats de défense. Et je dis à l'ensemble de nos partenaires européens, si demain vous voulez rester des pays libres, achetez du matériel français, achetez du matériel de défense français et préférez les Rafales d'assaut aux F-35 américains. C'est pas le cas. 600 commandes de F-35 en ce moment en cours en Europe. Aucune n'a été annulée. Pardon, petite parenthèse, mais c'est la difficulté dans laquelle se trouve le Danemark. Parce que quand la souveraineté territoriale d'un pays est violée, ou en tout cas est provoquée, bousculée, déstabilisée, comme c'est le cas au Groenland, qui est sous la souveraineté du Royaume du Danemark, et que le Danemark héberge non seulement des bases américaines, mais dispose de matériel de défense américain qui est totalement sous le contrôle des États-Unis d'Amérique, qui, par simple activation d'un mécanisme, décident si les F-35, si les avions de chasse qui ont été vendus au Danemark décollent ou ne décollent pas. C'est ça la servitude. Or, moi, je ne veux pas de cet avenir-là pour la France et je ne veux pas de cet avenir-là pour mon pays. On a évoqué le budget Jordan Bardella. La première partie du texte a été votée à l'Assemblée nationale à l'aide de l'article 49.3. Un budget honteux et irresponsable pour Marine Le Pen. Il ne fallait pas que la France ait un budget ? Si, mais pas un budget socialiste qui déborde d'impôts. Je suis extrêmement inquiet de l'entrée en vigueur d'un budget qui va aggraver la dépense publique, qui ne fait aucune économie dans un pays qui vit au-dessus de ses moyens depuis 50 ans, qui va augmenter les prélèvements obligatoires. Enfin, rendez-vous compte qu'on nous parle matin, midi et soir de réindustrialisation et que le gouvernement de M. Lecornu, dans son surmoi de gauche,
décide d'augmenter la fiscalité et l'impôt sur les sociétés sur les entreprises. Alors on nous dit que c'est sur les grands groupes, sauf que évidemment que ça va se répercuter sur l'intégralité de la chaîne de valeur et que ça va avoir des répercussions sur les TPE-PME, décide d'augmenter la CSG et donc de fragiliser les petits épargnants et donc de fragiliser aussi des gens qui ont choisi de se constituer un patrimoine en action. Et ce budget, madame, et c'est là le plus grave, et je veux le dire sur votre antenne, il est validé par les Républicains. Au rythme où ça va, eh bien, le candidat des Républicains à l'élection présidentielle s'appellera très certainement François Hollande. Amélie de Montchalin, la ministre du Budget, a rappelé vos votes conjoints avec la France Insoumise en faveur de hausse massive d'impôts sur les entreprises. Elle estime que c'est monté jusqu'à 34 milliards d'euros. Le RN passe son temps à mentir, a-t-elle dit. Nous, on protège les entreprises. Jordan Bardella fait le tour des plateaux en disant « Moi, j'aime les entreprises ». Oui, mais il y a ceux qui aiment les entreprises et puis il y a ceux qui le démontrent. Le vote qui nous a été reproché par le gouvernement, je l'assume. Parce que ce que nous avons voté, en l'occurrence, je sais ce qui est mentionné ici, avec, c'est vrai, des gens de gauche ont voté aussi ce texte, est un dispositif, qui n'est pas une taxe, c'est un dispositif qui permet à des multinationales étrangères de payer la même fiscalité que le petit café qui est ici au coin de la rue, ou de payer la même fiscalité qu'un grand groupe français comme LVMH qui va devoir payer 36% d'impôt sur les sociétés. Il ne me semble pas normal, madame, que Starbucks ou que McDonald's extrait les bénéfices qui sont faits en France en payant 0%, quasiment 0% d'impôt sur les sociétés pour aller stocker ces bénéfices dans le Delaware aux États-Unis, pendant que les entreprises françaises, qu'elles soient petites, moyennes, on parle beaucoup des ETI qui sont des structures familiales ou des grandes entreprises, payent 25% ou quand il y a des surtaxes, 36% d'impôt sur les sociétés. Et précisément avec cet argent que je récupère sur les multinationales étrangères, nous souhaitons baisser les impôts sur la production parce que pour moi la meilleure politique économique qu'il conviendrait de mener aujourd'hui dans le pays, c'est de baisser la dépense publique, c'est donc de dépenser moins et c'est de baisser les impôts, de baisser la fiscalité. Et donc nous avons précisément fait voter une baisse de l'impôt sur la production, qui est un impôt injuste qui pèse sur nos chefs d'entreprise, qui est un impôt qui alourdit la compétitivité de l'économie française. Et le gouvernement a provoqué un deuxième vote pour empêcher cette baisse de fiscalité d'avoir lieu. Donc on voit bien que le véritable Premier ministre dans le pays ne s'appelle pas Monsieur Lecornu, il s'appelle Olivier Faure. Et ce qui est lamentable, c'est que pour éviter de retourner aux élections, eh bien, ils ont acheté la non-censure et la non-dissolution avec l'argent des Français. Et ce choix est parfaitement cynique. Et lorsque nous serons demain au pays, à la tête du pays, eh bien, non seulement nous remettrons de l'ordre dans les comptes de l'État, nous lèverons les contraintes qui pèsent sur la croissance et nous ferons en sorte que le travail paye mieux parce que le pouvoir d'achat et les difficultés de nos compatriotes à vivre de leur travail doit être l'un des grands enjeux de l'élection présidentielle. Vous avez fait une croix sur la censure et une éventuelle dissolution. Jusqu'en 2027, rien ne se passera ? Jordan Bardella. Bernanos disait l'espérance et le désespoir surmontés. Donc je désespère de voir l'économie de mon pays sombrer, les Français avoir de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Il va y avoir des élections municipales dans quelques semaines et j'appelle les Français à entamer l'alternance dans leur commune dès le mois de mars pour que nous puissions, avec Marine Le Pen, préparer l'alternance qui aura lieu, je l'espère, dans maintenant moins de 15 mois. Combien de communes envisagez-vous de gagner ? Est-ce que vous avez fixé un seuil avec Marine Le Pen en dessous duquel vous estimez que ce serait un échec pour vous, pour le RN, ces élections municipales ? Le plus possible, madame. Lorsque on part aux élections, et moi je suis un battant, on part rarement pour les perdre. Il peut y avoir plusieurs dizaines de communes Rassemblement National, des communes dans lesquelles le retour à la sécurité soit un impératif politique, des communes dans lesquelles nous décrétions la paix fiscale pour éviter d'alourdir la pression fiscale qui pèse au niveau local dans un pays à l'économie socialiste, fait peser toujours plus de fiscalité sur nos compatriotes et notamment sur les classes populaires et sur les classes moyennes, et des communes dans lesquelles il fera bon vivre et dans lesquelles nous défendrons le cadre de vie, la laïcité, les services publics, la proximité. C'est ce que nous avons fait dans nos communes depuis maintenant 2014 que nous administrons des communes en France et lors des dernières élections municipales, tous nos maires quasiment ont été réélus dès le premier tour. On a vu que Marine Le Pen s'est rendue à Marseille, évidemment une ville importante, avec Franck Alizio, qui est d'ailleurs soutenu par le parti Reconquête d'Éric Zemmour. C'est le début d'alliance, au cas par cas, l'union fait la force, a dit Monsieur Alizio. Non, il n'y a pas d'alliance au niveau national, mais c'est vrai qu'en fonction de considérations locales, un certain nombre de personnes font le choix d'apporter un soutien très clair à notre liste. Franck Alizio peut être le prochain maire de Marseille. Tous les sondages disent aujourd'hui qu'il fait partie des potentiels vainqueurs. Je souhaite que nous puissions remporter la ville de Marseille. Et il est vrai que le candidat de Reconquête, qui sans doute n'arrivait pas à constituer une force d'opposition à Franck Alizio, qui est donné très haut, a fait le choix de se retirer et de soutenir la candidature de C'est le début de l'union des droites ?
Bon, c'est l'union de tous les Français. Vous savez, moi, je considère qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont aujourd'hui orphelins à droite d'un leader, d'une incarnation politique, qui sont attachés au travail, à notre identité, à la sécurité, à la défense de notre cadre de vie, et qui ne supportent plus la façon dont le pays, je dirais, est traversé, vous voyez, par ce surmoi socialiste, notamment sur les questions économiques. Et moi, j'ai envie de leur parler, je veux leur dire de travailler à nos côtés, de travailler à mes côtés, de rejoindre nos listes dans le cadre de ces élections municipales. Et il y a beaucoup d'élus, les Républicains d'ailleurs, hein, élus divers droite, élus des Républicains, qui rejoignent nos listes. Jordan Bardella, le procès en appel de Marine Le Pen et de 10 autres prévenus se poursuit devant la Cour d'appel de Paris. Elle dit être engagée dans un combat pour son innocence. Est-ce que vous espérez, il y a sans doute eu des inflexions dans la défense de Marine Le Pen et de 10 autres prévenus, que le quantum de la peine d'inéligibilité soit revu à la baisse et permette donc à Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle? Oui, bien sûr. Je le souhaite pour elle, je le souhaite pour le pays, je le souhaite pour les Français. Les Français voient la détermination de Marine Le Pen depuis maintenant plusieurs années dans la vie politique française. Je pense qu'ils voient encore dans cette séquence que c'est une battante face à un procès qui est un procès politique sur la base d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. Je le rappelle, on ne parle ni d'enrichissement personnel ni d'emploi fictif. Et en première instance, c'est vrai qu'un certain nombre de gens avaient été gênés par les griefs qui avaient été formulés. On se souvient de procureur qui avait dit, s'agissant de l'un des dossiers d'un prévenu, je n'ai pas suffisamment d'éléments, mais ça me ferait mal de demander la relaxe. Donc on voit bien qu'il y a des considérations qui sont aussi politiques. Et moi, je suis évidemment à ses côtés. Et je mène ce combat aussi, même en étant hors de la procédure avec elle et en soutien moral et personnel à Marine. Et vous continuez bien sûr à vous préparer pour cette échéance présidentielle en cas d'empêchement de Marine Le Pen? Ce serait irresponsable de pas le faire. On travaille main dans la main, nous faisons campagne ensemble, nous ferons campagne ensemble jusqu'à l'issue de l'appel. Et je vais vous faire un scoop, après l'appel, nous ferons campagne ensemble jusqu'à l'élection présidentielle. Quoi qu'il arrive. Nous resterons unis, nous resterons soudés. Je souhaite qu'elle puisse porter nos couleurs. Et elle a en tout cas, et je le redis ce soir, mon amitié, mon affection. Les sondages vous donnent parfois devant elle, parfois au même niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous encourage? Est-ce que ça crée un trouble entre Marine Le Pen et vous? Pas du tout. Vous savez, on a une relation d'une très grande confiance, une relation d'amitié, faite d'estime mutuelle. Moi, j'ai beaucoup de déférence et de respect. Les Français le savent d'ailleurs pour Marine, parce que je me suis engagé pour elle en politique, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, pour l'avoir élue président de la République. J'espère que ça arrivera, en tout cas je travaille pour, et nous serons unis quoi qu'il arrive, et nous mènerons cette bataille ensemble, parce que nous pouvons gagner cette élection présidentielle, nous pouvons gagner ces prochaines élections législatives, et en fait notre pire ennemi c'est le temps. Vous voyez, moi je reviens du Parlement européen à Strasbourg, où on a mené une bataille importante contre le Mercosur pour défendre la souveraineté agricole de la France. Les choix, il faut les faire maintenant. Parce que dans 5 ans ou dans 10 ans, peut-être qu'on ne pourra plus sauver l'agriculture française. Peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, on ne pourra plus sauver l'industrie automobile française à cause des mauvaises décisions qui ont été engagées par l'Union européenne et de la concurrence déloyale. Et peut-être que dans 5 ou 10 ans, notre identité, par des flux migratoires incessants, par une incapacité à défendre notre identité, nos modes de vie, nos valeurs, nos traditions, eh bien, ne pourra plus être sauvée. Donc, je me bats et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour mon pays et pour mes compatriotes. Ce que disait en gros Donald Trump dans les nombreux discours qu'il a prononcés cette semaine. Jordan Bardella. Et je crois qu'il fait bon d'être patriote au XXIe siècle. Et que le XXIe siècle, au fond, sera patriote ou ne sera pas. Et que ceux qui abandonneront l'intérêt national, la conscience de ce qu'est la nation, et qui s'oublieront dans l'histoire, eh bien, disparaîtront. Jordan Bardella, vous avez publié 2 livres chez Fayard, Ce que je cherche, Ce que veulent les Français. C'est le 2e. Il s'agit pour vous de tisser un lien direct avec les Français pour qu'ils vous connaissent mieux, qu'ils comprennent votre parcours, vos aspirations, votre famille aussi. Je vais vous poser une question personnelle. Est-ce que vous vous confirmez avoir trouvé un équilibre au plan personnel et avoir désormais trouvé une compagne à votre bras pour entamer ce parcours jusqu'à l'élection présidentielle? Madame Ferrari, je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout à votre question. Je vous sais extrêmement attaché à la vie privée. Absolument. Je le suis aussi et pour l'instant, ma vie privée m'appartient. Mais de nombreuses attaques émanant du journal Le Monde, notamment, vous ont visé. Est-ce qu'elles peuvent avoir un impact auprès de vos électeurs? Le fait d'être attaqué par un journal de gauche ou d'extrême gauche est pour moi extrêmement flatteur. Et le jour où ces attaques s'arrêteront, alors je commencerai à me poser des questions. Mais l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un pays. Et les Français veulent savoir de quel bois vous êtes fait, qui vous êtes, où vous voulez emmener le pays, si d'aventure vous êtes candidat. Vous comprenez cette volonté qui n'est pas de l'impudeur, qui est juste vouloir savoir qui vous êtes? Je comprends cette curiosité. Elle est naturelle et elle est bien française.
Maintenant, les Français comprendront, je l'espère, que lorsqu'on fait de la politique au niveau où je la pratique, la vie privée est peut-être le dernier espace de liberté qu'il me reste. Et donc, j'ai toujours fait le choix de protéger ma famille, de protéger mes proches, de protéger les personnes qui ont pu, et les femmes qui ont pu partager ma vie ou qui la partagent. Et donc, je resterai, peut-être pas éternellement, vous le mentionnez, mais pour l'instant, célibataire. pudique sur ce sujet. Je dirais pas célibataire, mais pudique sur ce sujet. Jordan Bardella, merci beaucoup d'être venu ce Madame Carré, soir merci dans à vous. Punchline sur CNews et sur Europe.